Bonjour. J'ai la chance d'être ambassadeur de la Fête de la Science cette année. Donc c'est une superbe occasion parce que ça permet à la fois de partager nos connaissances et puis de faire de la vulgarisation scientifique, expliquer sur quoi on travaille en tant que chercheur, notamment en géographie, qui n'est pas la géographie telle qu'on la connaît au lycée, mais c'est vraiment comprendre en quoi le territoire est important, comment il faut l'aménager, quels sont les risques qu'il faut prendre en compte. Et puis c'est un moment de partage et de transmission avec des jeunes publics notamment, donc c'est toujours une occasion très intéressante. Ouais, alors j'ai suivi ma formation en Normandie, très loin d'ici. J'ai fait une licence en géographie en 2002, puis un master. Et puis je ne savais pas que j'allais continuer et j'ai eu l'occasion de faire une thèse, donc un doctorat sur les inondations rapides dans le nord de la France. J'ai soutenu ma thèse en 2008 et puis j'ai eu un poste ici à Avignon en 2009 et depuis je continue à travailler sur les inondations rapides qui sont malheureusement des phénomènes récurrents dans la région qui risquent de s'accentuer avec le dérèglement climatique avec des effets parfois contradictoires. C'est qu'en fait on va avoir une augmentation des incendies qui vont assécher de plus en plus les sols, mais pour autant les phénomènes de ruissellement vont être exacerbés puisque lorsque les pluies vont être intenses, eh bien, ça risque de générer des dommages peut-être un peu plus importants sur différents territoires. Donc voilà sur quoi je travaille aujourd'hui et notamment il y a un lien fort avec l'alerte à la population. J'ai fait donc beaucoup d'études entre guillemets, je ne pensais pas rester dans le milieu universitaire. Après j'ai eu l'occasion de faire des stages aussi sur d'autres thématiques, à la fois en bureau d'études et puis dans des structures publiques, ce qui m'a permis de voir un peu les différences. Et puis c'est vrai que j'avais toujours un centre d'intérêt sur la recherche, sur se poser des questions et aller au bout des choses. Donc aujourd'hui, voilà, je suis dans un laboratoire de géographie où les méthodes de travail c'est l'analyse spatiale et c'est vrai que c'est la richesse de nos travaux. On travaille tous sur des thématiques différentes. J'ai des collègues qui travaillent sur le transport, sur la mobilité et nous on travaille sur la question des risques et cette fameuse question du dérèglement climatique. Alors pour nous, il y a trois approches. La première, c'est la simulation. Essayer de simuler des inondations ou des risques qui se produisent sur un territoire et anticiper les dommages qui peuvent se produire et qui peuvent engendrer des conséquences importantes à la fois sur les biens et sur les personnes. Ensuite, on a une deuxième approche qui est l'analyse spatiale, faire des traitements, trouver des indicateurs pour voir en quoi l'espace est une contrainte. Et puis, on a orienté nos travaux aussi sur le numérique. Est-ce que les réseaux sociaux que tout le monde utilise aujourd'hui de manière fréquente et quotidienne, est-ce que ce sont des outils qui peuvent apporter des informations intéressantes durant la gestion de crise ou durant la gestion d'un événement? Alors c'est des outils qui sont assez techniques, qui demandent une compétence et même des collaborations avec des informaticiens. Donc il y a sur ce volet-là qui est vraiment sur l'aléa, le phénomène naturel, mais on prend aussi en compte les réactions des populations et donc on travaille avec des psychologues pour savoir comment est-ce que les personnes réagissent durant un événement. Et donc pour ça, pour revenir à votre question aussi précédente sur les acteurs, en fait on travaille à la fois avec des acteurs opérationnels, les services de préfecture, les mairies qui veulent un peu mieux anticiper ces phénomènes, notamment dans la planification. On peut aussi travailler avec des gestionnaires ou des syndicats de bassin et puis on travaille avec d'autres chercheurs, à la fois des géographes mais qui sont dans d'autres universités et puis d'autres disciplines qui sont au sein même de l'université, ce qui fait une richesse dans la réflexion et dans la pluridisciplinarité. Pour nous aujourd'hui c'est intéressant, c'est qu'on a pendant plusieurs années beaucoup exploré, mené des démarches exploratoires et aujourd'hui il y a une vraie utilisation et un transfert de connaissances vers les acteurs opérationnels et notamment étatiques. Donc là aujourd'hui on a la chance d'accompagner le ministère de l'Intérieur dans les expérimentations d'alerte auprès de la population et c'est une vraie reconnaissance sur le travail qu'on a mené depuis plusieurs années. Pas sur la partie technique mais sur la partie vraiment sociale. Il faut que l'alerte à la population parle au plus grand nombre de personnes et pour ça il y a un travail d'information, de communication et d'anticipation, donc voir comment les personnes réagissent lorsqu'elles reçoivent un message d'alerte.
pour éviter qu'il y ait des phénomènes de panique individuelle, c'est souvent l'a priori qu'on a, parce que dans tous les tests qu'on a menés, même récemment, la semaine dernière, on a plutôt une bonne réception des messages d'alerte, même s'il y a un son intrusif, même si ça peut être stressant. On a souvent une bonne mise en protection de la part de la population, et donc c'est rassurant. Donc ça veut dire qu'il faut alerter la population et ne pas se dire « je ne vais pas alerter parce que j'ai peur de la panique ». En tout cas, nous, les travaux nous montrent que, quels que soient les contextes qu'on a testés jusqu'à maintenant, on a plutôt une bonne réception des messages. C'est pas fini, hein, il faut travailler, il faut continuer à questionner le poids des mots, l'importance spatiale dans les messages, mais c'est attendu. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nous aujourd'hui, et on est content d'accompagner le ministère de l'Intérieur là-dessus. Alors, il faut à la fois travailler sur les réactions individuelles, comprendre comment chaque individu peut réagir, donc avec toutes les contraintes qu'il y a, que ce soit professionnel, familial. On l'a déjà observé, notamment sur un certain nombre de messages où quand on dit aux personnes n'allez pas chercher vos enfants à l'école, on a une partie des parents qui iront de toute façon chercher leurs enfants pour plein de raisons, et il faut justement ne pas les fustiger ou dire mais vous faites n'importe quoi. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce biais qui est présent, et donc on travaille dans différents milieux pour ça. On a des personnes qui sont en situation de handicap, donc ça pose beaucoup de questions sur l'alerte textuelle par exemple. Donc on va essayer de voir quelles sont les attentes pour des individus qui vivent des situations différentes, pour justement essayer de voir si on a des récurrences et des tendances au nom du collectif. Parce que toute la difficulté, c'est d'envoyer un message unique qui doit parler au plus grand nombre. Et on ne peut pas envoyer, en tout cas jusqu'à maintenant, on ne peut pas envoyer un message adapté à la compréhension et la réception de chaque individu. Donc c'est une des grandes difficultés, même si on a aussi d'autres projets d'utiliser l'intelligence artificielle de façon à ce que le message puisse être converti en fonction des besoins et des attentes de chaque individu. Bonne fête de la science, et puis on peut se retrouver place de l'Horloge le 8 octobre à Avignon, et puis même sur d'autres moyens ou supports de communication tels que les petites vidéos qui seront faites en lien avec la manifestation.